Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en mode petite story time dans un look différent de la chambre. En vrai je vais vous dire la vérité, je voulais filmer en mode regardez il neige derrière moi, c'est beau la vie et tout. Je vais vous zoomer. Je sais même pas si on verra en zoomant. Ah si, il neige de ouf dehors. Et je me suis dit ah ça peut faire sympa en mode hiver, cocooning, tout ça. En plus c'est une story time et tout. Mais en vrai on voit pas. Avec ma grosse tête, on ne voit pas qu'il neige, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve dans la chambre parce que je trouve que c'est un espace plus propice à mon bavardage. Et donc du coup je vous fais une vidéo que vous m'aviez demandé au début sur Instagram quand j'avais même pas encore de chaîne. J'avais fait une story sur le handicap invisible. Je vous laisse aller la voir, elle est toujours en highlight sur mon Instagram anita.mgb. Et du coup ça avait suscité quelques questions et je vais y répondre aujourd'hui et je vais vous donner aussi plus d'explications. Donc je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui on va parler de ma spondylarthrite ankylosante et de mon rapport avec mon handicap invisible. Alors je vous préviens, par contre je suis malade de ouf. Enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez vu, j'ai posté une photo de moi en mode j'avais l'œil tout fermé. Donc si je suis encore gonflée, ma voix un peu chelou etc, m'en voulez pas, les corticoïdes faisant leur boulot, je gonfle, j'ai un peu du mal à respirer, je suis vraiment bien infectée quoi, en mode hier encore j'avais 38 et quelques de fièvre, le soir là pratiquement 39, donc voilà, j'ai ma boîte de mouchoirs. Kleenex, sponsorisez-moi. C'est Kleenex au moins. Je sais pas. Bon bref. Et vous me verrez aussi regarder un petit peu vers le bas parce que du coup j'ai vachement écrit cette vidéo pour qu'elle soit voilà, pour que j'essaie de rien oublier, que ce soit bien dans un ordre et que vous vous y perdiez pas en fait tout simplement. Et donc si je regarde vers le bas c'est simplement que je recheck un petit peu voir si je vous ai bien tout dit. Et voilà, c'est parti pour le sujet délicat. Et c'est une conversation un peu, voilà... En fait, si vous voulez, je me mets un petit peu à nu et je me mets un petit peu à risque hein, en parlant de tout ça parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel on peut vous attaquer facilement et qui fera toujours mal hein, quand on vous attaquera sur ça. Donc bon, voilà. Soyez gentils, bienveillants, c'est la base de cette chaîne, c'est la base de ma vie de tous les jours, donc soyez bienveillants. Voilà, c'est parti. Mon histoire avec la spondie. Faut savoir que j'ai été diagnostiquée il y a environ 5 ans, durant ma dernière année d'école d'infirmière. Donc c'était un peu short la dernière année d'infirmière. Mais qu'avant ça, j'ai été 1 an dans des douleurs qui revenaient, qui m'empêchaient de dormir. En fait, mes douleurs, elles étaient principalement localisées au niveau de ma colonne vertébrale. Vraiment, entre les deux omoplates, j'étais en mode souffrance intense tout le temps. Très fatiguée, fatigable au possible, irritable du coup pas dû à ma fatigue. Et c'était très compliqué. En fait si vous voulez on m'a un petit peu fait galérer sous prétexte que j'étais en école d'infirmière et coucou à tous les étudiants infirmiers, force et courage surtout en cette période. J'étais en école d'infirmière et je sais pas si vous le savez mais la première année on fait tout ce qui est du rôle propre, donc du rôle de l'aide-soignant qui fait partie de notre rôle intégrant après durant toute notre carrière. C'était juste un petit rappel. Et du coup on mobilise beaucoup les personnes, on fait les toilettes etc. Selon les personnes qu'on a devant nous il y a certains handicaps, donc les personnes sont plus ou moins lourdes ou pas au niveau de leur prise en charge. Et du coup on mettait beaucoup mes douleurs sur ça et sur le fait que j'ai eu une scoliose quand j'étais petite, que j'ai toujours, mais qui ne m'a jamais voilà, handicapée plus que ça. Et du coup on mettait beaucoup ça sur ma scoliose et sur le fait que mon travail faisait que je faisais énormément d'efforts physiques et du coup il disait que du coup c'était dû à ça, qu'il fallait prendre son mal en patience, donc on m'avait donné beaucoup d'antalgiques etc, mais rien ne réglait le problème. Jusqu'à un jour on m'a carrément dit mais ce que vous faites c'est sûrement une dépression. On m'avait fait beaucoup d'examens voilà, type radio, IRM, on voyait rien sur la radio et sur l'IRM, rien voilà, de notable et du coup
Bah forcément, si ça n'a pas de signe sur les radios, c'était que je faisais autre chose qui était dû à ma tête, hein, très clairement. Donc ils ont voulu essayer de me mettre sous antidépresseur, chose que j'ai refusée, mais du coup je me suis complètement braquée et j'ai arrêté d'aller chez le médecin parce que bah on ne trouvait rien, pour eux ça avait pas de logique, j'inventais des choses, j'inventais des douleurs et c'est quand même fou qu'à cette période on dise encore qu'on invente des douleurs, que la douleur est imaginaire. La douleur c'est propre à chacun. Il faut jamais dire qu'une douleur c'est imaginaire, enfin c'est faux. Et sous prétexte de ma jeunesse, donc c'était il y a 5 ans, donc j'avais 22 ans, bah forcément, bah je pouvais pas avoir mal au dos quoi, enfin fallait que j'arrête de déconner, je venais de commencer ma vie les gars, fallait que je sois rentable pour la société. Et là c'était pas le cas, donc j'étais en dépression, donc j'ai arrêté de voir des médecins. Sauf qu'un jour la douleur elle s'est fait beaucoup plus forte, beaucoup plus contraignante, elle descendait vraiment dans le bas du dos, j'avais beaucoup de mal à marcher, j'ai pas pu aller en cours ce jour-là, j'étais vraiment mal et du coup j'ai dit à ma mère écoute faut faire quelque chose, j'en peux plus vraiment, je vous dis, j'avais une sensation comme si un couteau s'était bloqué entre mes vertèbres et voulait pas se barrer en fait et qu'on était toujours en train de titiller sur le couteau pour me faire mal etc. C'était mais insupportable comme douleur. Je sais pas comment vous décrire les douleurs de cette maladie, elles sont très propres et j'ai pas de mots pour définir. Mais j'avais mal à en chier. Et du coup, ma mère a dit bah écoute, je vais appeler le médecin, il va se déplacer, il va venir à la maison et il va venir te voir. Donc le médecin vient et tout, et là tout d'un coup, révélation, c'est plus une dépression. Donc le médecin me regarde et tout, il me dit mais écoutez... ça a l'air d'être des douleurs de type inflammatoire et tout, et on vous a pas fait tirer les gènes de la spondylarthrite, sachant que ma maman a une spondylarthrite ankylosante, que c'est une maladie génétique, donc du coup elle s'est dit on va vous faire tirer le gène et on va bien voir si c'est ça et si vous avez des marqueurs inflammatoires dans le prélèvement sanguin qui nous permettra de voir si effectivement vous êtes en crise ou s'il y a quelque chose derrière. Alors du coup, j'ai fait cette prise de sang. On a tiré le gène HLA-B27, qui est le gène de notre maladie, et du coup, qui s'est avéré être positif. Mes marqueurs inflammatoires, pareil sur ma prise de sang, je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais pour le gène c'est pareil, hein, c'est une prise de sang toute bête. Et mes marqueurs inflammatoires étaient au plafond, donc effectivement je faisais une crise, une poussée inflammatoire de ma maladie, donc la spondylarthrite ankylosante. En vrai le jour où on nous l'a annoncé, ça n'a pas été genre la débandade pour moi, je sais pas comment vous expliquer, je suis pas tombée des nues, j'étais pas en mode c'est la fin du monde et tout. Bon voilà, j'avais quelque chose, on savait ce que j'avais, on va essayer de remédier au problème parce que ça devenait fortement handicapant dans ma vie de tous les jours. On allait m'expliquer ce qui allait m'arriver dans les jours d'après, comment j'allais pouvoir envisager ma vie future, etc. Pour moi ça me semblait, voilà, enfin j'avais une réponse à mes questions et enfin on arrêtait de me dire que mes douleurs étaient imaginaires. Et ça c'était hyper important. Ça a été plus un dégringolade pour ma maman qui du coup s'est sentie vachement responsable du fait que je sois malade en fait. Tout simplement. Alors que... il n'y avait pas de quoi. Il n'y avait pas de quoi. C'était pas de sa faute si j'étais malade ou quoi que ce soit. Alors, c'est quoi la spondylarthrite ankylosante? Du coup, c'est une maladie rhumatismale de type inflammatoire. Donc ça marche par poussée. C'est-à-dire que... par poussée, on entend des grosses douleurs d'un coup, d'un seul, qui sont majorées, qui vous empêchent de faire des mouvements. Donc ça fonctionne comme ça, par poussée, elle avance sa maladie en gros. C'est une maladie qui touche particulièrement, logiquement, la colonne vertébrale et les sacro-iliaques. J'essaierai de vous mettre une photo ici de ce que c'est les sacro-iliaques. Mais en gros, c'est dans le creux de vos fesses. Voilà, ça fait très mal. Dans la fesse, mais quand je vous dis ça, sans déconner, ça fait vraiment super mal. En gros, ce que je viens de vous décrire, c'est la partie axiale de la maladie. Donc la partie axiale, c'est celle qui va toucher le dos et en gros les sacro-iliaques.
Et du coup, en gros ça se traduit par une perte de souplesse, une perte de mouvement, une grosse raideur. En gros comme des rhumatismes, hein, très simplement, hein, c'est vraiment quelque chose qui va... J'aime bien prendre cet effet, cette indication. En gros, c'est comme si ça crée une espèce de corrosion entre vos vertèbres. Vous voyez, vos vertèbres elles sont mobiles et tout va bien. Il y a de la corrosion qui se fait entre, oh là là, ça commence à être compliqué. Et là, ça se joint et oh bah, comment je fais pour bouger? En gros, c'est l'explication que je donne au plus clair. Voilà, au plus simple de la pathologie, malgré qu'elle ne soit pas si simple à comprendre. Bref, en gros c'est ça. Ça va créer un problème de mobilité et ce qui fait que ça fait des douleurs. C'est cette espèce de corrosion qui se crée entre vos vertèbres ou vos articulations. Donc vous avez la partie axiale, donc colonne vertébrale et sacro-iliaque, mais vous avez aussi la version périphérique, parce que bien évidemment un bonheur ne vient pas seul. Et je rigole, mais je vous jure, hein, il y a quelques années en arrière, je rigolais beaucoup moins quand je parlais de ça. Vous avez aussi les poignets, les genoux ou les yeux qui créent des uvéites, donc des inflammations des yeux. Et ça, je connais des personnes qui en ont. Et d'ailleurs, je leur passe le coucou parce que c'est hyper contraignant et hyper douloureux aussi en fait. Alors c'est une maladie chronique, inflammatoire, génétique, évolutive. Je crois qu'en une phrase j'ai résumé ce que c'était. Donc en gros, il n'y a pas encore de traitement pour guérir de la maladie. Il y a des traitements pour réduire l'inflammation, faire en sorte qu'elle se développe moins vite, mais elle est évolutive. Sachant que vous avez plusieurs cas, vous avez des gens qui vont faire des poussées et il y a des gens qui vont carrément être stables dans leur pathologie et ça va stagner et ils n'auront pas de douleur et ils vivront très bien. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Comment ça se traite? On dirait que je fais une vidéo pour une école, genre, c'est rigolo. Bref, comment ça se traite? Il y a plusieurs traitements, donc des anti-inflammatoires à plus ou moins grosse dose. Il y a aussi des anti-TNF, de la biothérapie. Enfin bref, il y a divers traitements, si je puis dire ça comme ça. Donc moi je vais vous parler plutôt de mon cas parce que je vais pas commencer à me faire experte des autres médicaments et rentrer dans une partie très pharmaceutique des choses. C'est pas trop mon rôle. Si vous voulez aller vous renseigner, n'hésitez pas surtout. Mais c'est pas trop mon rôle et je me sens pas forcément à l'aise de parler des expériences des autres en fait. Donc je vais vous parler de mon expérience. Donc à la période où j'ai été diagnostiquée, j'ai décidé d'aller voir un rhumato et donc j'ai choisi le même rhumatologue que ma maman. Ce qui plus tard s'est avéré être une erreur dans mon cas parce que j'aimais pas le comparatif qu'on faisait entre maman et moi. Puis ma maman est très protectrice et du coup elle venait avec moi etc. C'était moins personnel, vous voyez. Et moi j'avais besoin de me comprendre, de comprendre ma maladie, mon corps et d'être dissociée de ma maman parce que ma maman elle est déjà plus âgée. On n'est pas du tout dans les mêmes périodes de vie l'une et l'autre. Donc ce qui fait que ça n'a pas du tout le même impact. Et en plus de ça, on n'est pas du tout sur les mêmes douleurs, maman et moi. Malgré qu'on ait la même maladie, on n'est pas du tout ciblés sur les mêmes choses. Donc j'avais besoin, moi, de dissocier. Donc du coup, ce qui a été fait par la suite. Donc en premier cas, j'ai vu cette rhumatologue qui m'a donné des anti-inflammatoires qui m'ont donné plus d'effets secondaires que autre chose en fait. Je suis hyper réactive aux effets secondaires, donc ça c'est super chiant en fait. Et du coup j'ai pas pu garder cet anti-inflammatoire. J'ai décidé d'aller voir un autre rhumatologue qu'on m'avait conseillé, qui était en plus un rhumatologue un peu spécialisé dans le sport, etc. Et moi qui voulais reprendre mon activité sportive, c'était important pour moi de voir quelqu'un qui pourrait me cibler par rapport à ça. Donc du coup je suis allée voir ce rhumatologue là qui lui aussi m'a mis sous anti-inflammatoire, plusieurs temps qui n'ont pas forcément marché au niveau des douleurs et qui en plus me faisait tout le temps des effets secondaires de malade. Donc pendant je pense bien un an j'ai pas du tout été stable. Après c'est normal, il faut le temps de trouver la molécule, hein. Je suis pas du tout en train de taper sur les rhumatologues, pas du tout. Mais pour vous expliquer que c'est des démarches qui prennent du temps quoi, c'est pas du jour au lendemain, bam on trouve le remède, c'est bon, tout va bien. Il y a des gens à qui ça doit arriver mais moi ça m'est pas arrivé. Donc du coup
Voilà, on arrête ces anti-inflammatoires et on trouve un combiné de 2 anti-inflammatoires. Donc pour moi ça aura été la salazopyrine et le Celebrex, et des protecteurs au niveau de mon ventre parce que bah, mon ventre morflait à mort à chaque fois, hein, c'était une horreur. Donc j'ai pris celui-ci pendant presque 2 ans il me semble. J'ai été plutôt pas mal stable. Vraiment bah, je prenais mes médicaments et j'avais pas de soucis particuliers. J'avais même pas besoin de prendre les antalgiques associés parce que on m'a mis sous des antalgiques donc qu'on dit de palier 2 hein, qui sont pas les mêmes que le Doliprane, etc. Qui sont voilà, un peu plus forts. Après j'ai pu avoir des opiacés, etc. Enfin bref, des médicaments beaucoup plus forts par la suite. Que j'étais pas obligée du tout de prendre à cette période. Donc voilà, j'ai été stable pendant 2 ans, jusqu'au moment où j'ai eu des effets secondaires, donc même pas une poussée qui me fait arrêter le traitement. J'ai eu des effets secondaires de type, en fait, la salazopyrine. Il y a un des effets secondaires qui est très rare, mais qu'il fallait que je fasse, bah bouffer ma pilule. Du coup j'avais mes règles pendant 15 jours. Sachant que j'ai des règles douloureuses, donc qui dit règles douloureuses fait cercle vicieux, hein. Ça me créait des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, ça me faisait faire des crises de la maladie et du coup je souffrais le martyre. Donc enlever la pilule était inenvisageable. Donc à ce moment-là, je vous épargne le fait qu'on a essayé de me poser un stérilet et que c'est parti en hémorragie. Donc j'ai arrêté les anti-inflammatoires. Voilà, j'ai arrêté les anti-inflammatoires et ça pendant un temps parce que ça me saoulait. J'avais l'impression de ne pas sortir de cette bulle d'effets secondaires qui me ruinait la réussite des traitements. Donc j'ai tout arrêté, surtout qu'on voulait me mettre sous d'autres traitements pour lesquels j'étais pas en accord. Le méthotrexate, je vous laisserai vous renseigner. J'étais pas d'accord pour prendre ce traitement, donc ça a un peu bloqué mon rhumato. J'étais un peu lâcheuse de service, quoi, on va pas se mentir. Donc j'ai tout arrêté pendant un petit temps, jusqu'à il y a peu, il y a peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. Je décide de retourner voir mon rhumato parce que je recommence à avoir des douleurs qui sont contraignantes, etc. Donc on essaye un dernier anti-inflammatoire, il m'a dit très clairement. Après il faudrait peut-être passer à des biothérapies. Et il savait que j'étais pas trop pour me piquer, etc. Mais qu'à un moment donné il avait fait le tour et qu'il avait vraiment essayé de m'aider. Et d'ailleurs je le remercie, il passera pas par là je pense, mais je le remercie. Il a vraiment essayé de respecter mon choix. Donc du coup on essaye cet anti-inflammatoire mais ça ne fonctionne pas. Mais quand je vous dis ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc mes douleurs vont de mal en pire, je vais le revoir, il me redonne un autre anti-inflammatoire. Je l'essaye hein, mais ça marche pas et les crises deviennent vraiment fortes. Sachant que moi jusqu'ici, il n'y a que ma colonne vertébrale qui était touchée. Et là je commence à avoir des douleurs. Je me dis c'est bizarre, j'ai vraiment mal à la fesse, j'ai l'impression d'avoir fait un mauvais mouvement, j'ai vraiment mal et tout. Puis je commence à boiter petit à petit. Puis là je me dis merde, il y a quelque chose qui va pas. Donc je décide de faire une prise de sang et là je vois que mon marqueur inflammatoire il est genre là quoi. Il est vraiment très haut. Sachant qu'il est toujours un peu haut vu que je suis malade chronique. Mais là c'était vraiment quelque chose de vraiment fort et je me suis dit mince il y a un problème. J'ai jamais été aussi haut dans mon marqueur inflammatoire, je suis en train de faire une poussée. Ça a été tellement difficile, si vous voulez j'ai appelé mon rhumato le pauvre était en vacances. Donc j'avais laissé des messages à sa secrétaire mais qui n'ont pas été transmis. Et du coup il n'a pas pu m'aider dans mes démarches. En soi voilà ça arrive, il a le droit d'avoir des vacances. Voilà, donc je me suis retrouvée dans une impasse, j'ai appelé mon médecin traitant qui ne pouvait pas m'aider et je me suis du coup rendue aux urgences où je savais que dans l'hôpital il y avait un service de rhumatologie et que j'allais être sûrement entendue et j'étais totalement désespérée parce qu'à ce moment-là j'allais bosser mais la douleur était telle que j'arrivais pas à marcher, j'étais obligée de me poser très souvent, ça me faisait très mal. Et quand j'étais à la maison, je pouvais quasi faire 0 mouvement tellement j'avais mal quoi. C'est aller faire pipi était devenu une angoisse. Ça en était là. Donc du coup, je décide de me rendre aux urgences. Je supplie littéralement pour qu'on m'hospitalise,
ne m'arrive pas en fait, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus, j'avais envie d'être perfusée, qu'on me foute des antalgiques et que ça s'arrête très, très clairement. Du coup, je vois un rhumatologue qui du coup a pris ma charge désormais et qui était très gentil, très rassurant, voilà, qui m'ont perfusé, ils m'ont mis des antalgiques, des anti-inflammatoires et ils me donnent une prescription avec 3 anti-inflammatoires dessus pour que je puisse relayer au cas où les douleurs sont trop fortes en attendant l'hospitalisation parce que évidemment il n'y avait pas de lit et qu'il fallait que je patiente un petit peu. Donc du coup je rentre à la maison avec ces anti-inflammatoires, j'en trouve un sur les 3 qui me convient plus ou moins, je le prends, les douleurs restent là. Mais du coup j'étais en arrêt jusqu'au temps où je me suis hospitalisée. Donc je me fais hospitaliser et là on parle des fameuses biothérapies sous lesquelles je suis passée. La biothérapie, c'est quoi? La biothérapie, en gros, c'est conçu pour que ça... Je vous lis un petit peu ce que j'ai écrit pour pas vous dire n'importe quoi. Ça réapprend au système immunitaire de reconnaître ce qui est réellement bon pour l'organisme et réellement mauvais. En fait, c'est pour éteindre un petit peu l'inflammation et on l'utilise en fait dans diverses maladies auto-immunes comme la nôtre. Chez moi, c'est du Cosentyx 150. En gros, c'est sous forme de stylo. Comme vous voyez les diabétiques quand ils se piquent en forme de stylo, c'est ça. En fait je vous l'ai pas sortie mais elle est dans le frigo. Donc voilà. C'est sous forme de piqûre, de stylo, donc je m'injecte toute seule. En fait vous avez une période de charge quand vous faites de la biothérapie, c'est-à-dire que en gros pendant plusieurs mois il me semble, je me piquais toutes les semaines. Et après je me piquais une fois par mois. Après vous avez diverses biothérapies, il y en a il faut se piquer toutes les semaines, hein. Il y en a il faut se piquer tous les mois, voilà c'est différent. Moi on m'a demandé ce que je préférais, si je préférais me faire piquer toutes les semaines ou me piquer une fois par mois. Bah, je préférais me piquer une fois par mois, pour moi c'était beaucoup moins contraignant. Donc au début la période de charge où il fallait que je me pique toutes les semaines, j'étais extrêmement fatiguée. C'était un petit peu compliqué hein, le désenvoyage, puis j'avais encore mes anti-inflammatoires. Donc du coup j'accumulais un peu les drogues entre guillemets et c'était un petit peu compliqué. Mais au fur et à mesure j'ai pu du coup arrêter les anti-inflammatoires et continuer ma piqûre. Et franchement aujourd'hui sous biothérapie, donc je suis sous biothérapie depuis septembre, on est au mois de janvier, je vous fais la vidéo pour le jour même. On est au mois de janvier, vraiment je me sens bien, j'ai pas besoin de prendre d'antalgique, sachant que j'en ai hein, mais franchement en ce moment j'ai pas du tout besoin de prendre d'antalgique. J'ai pu reprendre l'activité sportive, je me sens vraiment largement mieux en fait. J'ai une vie quasi normale, vraiment quasi normale. Voilà, je me pique tous les mois. J'ai un suivi au niveau du rhumato, je peux appeler des infirmières si j'ai un doute sur quelque chose. Mais vraiment pour le coup, je me sens vraiment, depuis l'hospitalisation, je me sens vraiment bien épaulée, bien prise en charge et voilà. Je pense qu'aussi, ce qui a déclaré toutes ces crises, ce qui fait que je me sentais mal, etc. Je pense vraiment c'est l'anxiété, la peur, le temps aussi, la météo joue beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes où effectivement quand la salopyrine ne marchait plus etc, où j'étais dans une période de ma vie où au travail ça n'allait pas du tout, où je me sentais très très mal et du coup je pense que ça a joué. Il y a très peu de temps quand j'ai eu mes crises, je pense que les événements qui sont arrivés dans ma vie ont fait que aussi ça a augmenté les douleurs et augmenté l'anxiété et que ça a majoré tout ça en fait. Je pense que c'est un bon pot pourri de plein de trucs qui font que effectivement ça crée des crises quoi. Le souci avec ce traitement c'est que en gros il faut faire attention à tout ce qui est défense immunitaire etc parce que ça affaiblit un petit peu tes défenses immunitaires. Mis à part ça, moi j'ai pas plus d'effets secondaires que ça vraiment pour le coup. Je pense que c'est un des rares traitements pour lesquels je n'ai pas encore fait d'effets secondaires. On touche sa tête, touchez du bois vous derrière vos écrans parce qu'il faut pas que ça m'arrive. Personnellement, vraiment pour le coup je me sens bien, je vais pas inventer de problème, je me sens très très bien.
comparé à quelques mois en arrière. Quand je me dis que mon hospitalisation était au mois de septembre, je me dis purée, c'était il n'y a pas si longtemps. Et le avant-après, il est fou en fait. Il est fou. Autant moralement que physiquement. Hein. C'est un truc de... Et maintenant, maintenant je vais continuer à faire ma biothérapie tant que ça se passe bien. Et on va souhaiter que ça se passe bien longtemps. Et tout simplement continuer ma petite vie au max que je peux. Profiter de tout ce que je peux profiter. Parce que en fait on se rend compte quand on a ce genre de choses que la vie elle est faite de rien, hein, très clairement. La vidéo va être un petit peu longue, j'espère que vous aurez tenu jusque là et que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Je voulais faire une petite parenthèse pour dire que je fais pas cette vidéo pour qu'on pleure ou pour qu'on peine ou pour qu'on truc ou pour machin, mais simplement pour s'instruire et échanger sans qu'on juge en fait. Parce que je trouve ça important que on puisse échanger sur ce genre de choses. Il y a quelques années en arrière, j'avais du mal à en parler. Parce que je sentais que j'avais pas le droit d'être malade, j'avais pas le droit d'avoir de douleur. Enfin, c'était pas possible quoi. Enfin, très clairement, j'étais trop jeune, j'étais trop truc. On en fait un tabou et moi personnellement dans ma vie de tous les jours, j'ai pas envie de faire de ma maladie un tabou. Malheureusement, ça fait partie de moi. Faut que j'avance avec et il faut que je fasse avec. J'ai pas le choix. Donc autant que je l'accepte et que les gens qui m'entourent ils l'acceptent aussi. Parce que ouais, dans le monde du travail ça va peut-être faire en sorte que j'ai des arrêts de temps en temps. Parce que ça ira pas. Quoique j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Depuis que je suis diagnostiquée, je crois que j'en ai eu 2. Donc vraiment, voilà. Ou que peut-être ça aidera mon collègue à comprendre que en gros je peux peut-être pas porter cette charge parce que je vais en pâtir pendant 3 semaines après, ou qu'on peut peut-être le faire à 2, ou qu'on peut peut-être améliorer nos pratiques ou autre. Voilà, moi je fais vraiment ça dans le but d'être nos jugements et qu'on soit plus libre chacun avec les autres et de parler de ce genre de choses sans se dire oh là là mon dieu, faut pas qu'elle en parle et tout. Ça me va pas, ça ne me correspond pas, voilà tout simplement. Et je vous dis ça aussi parce que le regard des gens ça a un impact, ça a un vrai impact sur notre vie. En gros, moi je sais que voilà, il y a des fois où quand je fais la queue dans les magasins, je suis à bout de souffle, à bout physiquement et que je m'assois et que t'as tout le monde qui te regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle fout elle est trop jeune pour être comme ça. Ou quand j'avais mon papier, c'était mais non, elle va pas nous passer devant, etc. En fait, si je le fais, c'est que j'ai pas le choix. Si je peux faire la queue et que je me sens bien, je vais faire la queue, vous me verrez jamais sortir mon papier. Par contre, si effectivement ça va pas, il y a un moment donné où ouais, je vais sortir le papier pour dire que ouais, là, il faut vraiment que je fasse mes courses et que je rentre chez moi. Les gens ont du mal à comprendre, c'est en mode dans ces cas-là, va pas faire tes courses, mais en fait, nous on est deux, mon conjoint il travaille, si, je vais faire les courses en fait. Je mange comme tout le monde. Donc, voilà, faut pas se mettre dans des stéréotypes en mode la personne est jeune, donc forcément elle peut pas être malade, elle peut pas savoir ce que c'est. Et non, il faut arrêter le jugement. Et pour arrêter le jugement et arrêter le regard négatif des gens, faut en parler en fait. Moins on sera instruit sur les choses, moins on aura un comportement adapté, c'est une certitude. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour envoyer de la force à tous ceux qui ont la même maladie que moi, à ceux qui ont des maladies chroniques ou non, qui sont en mode ça va pas, moi je suis sûre que ça ira à un moment donné, même si c'est pas tous les jours facile. Déjà vous avez le droit de dire que ça va pas et de chier sur la vie, parce que il y a des fois où il n'y a pas d'autre solution pour se sentir mieux que de chialer un bon coup et de dire fais chier, j'ai une vie de merde, parce que des fois ça permet d'avancer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution quand on est malade en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a chacun sa réaction et chacun fait ce qu'il peut pour avancer en fait. Donc voilà, je vous envoie beaucoup de force et beaucoup de bisous. Et j'en profite aussi pour envoyer plein d'amour à ceux qui ont toujours été là. Parce que je peux vous dire que j'ai été vraiment pas mal critiquée, que ce soit dans mon métier, hein, c'est quand même grave, hein, dans le secteur de la santé, ou dans ma vie perso où ça a été difficilement entendable aussi. J'ai été pas mal critiquée à ce niveau-là, mais j'ai été aussi drôlement bien entourée. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai, le père et la mère que j'ai qui sont toujours présents à 300%
pour le moindre problème, même s'ils sont à 1600 km d'ici, ils sont toujours là. Peu importe la situation. J'ai aussi des sœurs et des beaux-frères exceptionnels, un homme qui m'a beaucoup aidé aussi pendant cette dernière période. Et en fait on pense pas assez aux gens qui nous accompagnent. Les gens qui nous accompagnent, ils souffrent extrêmement de nous voir souffrir. C'est aussi parfois très difficile pour eux. Et je tenais à envoyer un big up à ces gens qui donnent de la force et qui ont de la force. Et moi j'en ai plein autour de moi. J'ai beaucoup de chance. Que ce soit ma famille de sang ou ma famille de cœur, mes meilleurs potes, ceux qui sont prêts à n'importe quelle heure à m'injecter un anti-inflammatoire dans le cul pour que je me sente mieux. Je vous remercie les gars, parce que sans vous j'en serais pas au même endroit, et si on m'avait pas accompagnée et poussée, je serais pas aussi bien psychologiquement aussi quoi. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, et j'en profite parce que c'est à ce moment là qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est grâce à vous aussi quoi, en gros. J'en profite aussi pour vous dire du coup d'avoir un peu plus d'égard envers les handicaps invisibles, parce que quand ça se voit c'est facile, mais c'est facile de moins juger, hein, même si votre regard est lourd de conséquences, mais quand c'est invisible, c'est complètement... J'espère que ça vous donnera l'occasion de réfléchir et de porter du recul sur votre regard et votre jugement si vous recroisez quelqu'un qui a un handicap invisible. Voilà, tout simplement. Si vous avez d'autres questions sur le même thème ou sur un autre thème, ou si vous avez des questions sur la maladie ou autre, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire, ou dans une autre vidéo si j'ai la charge de répondre aux commentaires. Voilà, s'il y a beaucoup de commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre, soit sur Instagram aussi, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que vous me l'aviez demandé. J'espère qu'elle est assez complète, j'ai tenté de faire un truc assez complet. J'espère que vous vous portez bien, que vous et vos proches, vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas ce genre de soucis. Et si vous les avez, courage à vous, force à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, échanger entre vous et tout, parce que en fait j'ai grave envie que cette vidéo soit le but d'un échange, que ça se partage, que les gens comprennent autour d'eux et tout. Enfin franchement j'aimerais que la vidéo elle circule et que voilà ça fasse vraiment évoluer les mentalités, ce serait super cool. Donc voilà, et oublie pas de t'abonner aussi, hein, parce qu'on perd pas le nord ici non plus. Et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine, et j'espère que je serai moins malade aussi.